Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 5 dans le cadre du cours de calcul différentiel, capsule qui vise à présenter les limites des fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. Donc, commençons par les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc ici, on a la limite d'une fonction exponentielle de base b quand x tend vers un certain a, et la limite d'une fonction log en une certaine base b quand x tend vers a. La fonction exponentielle ou logarithme, en fait, les deux ne sont pas des fonctions très compliquées à évaluer quand on parle des limites. En fait, il faut connaître bien le graphique et si c'est le cas en général, ils sont faciles à évaluer. Donc, dans le cas du coup, on va utiliser surtout la base e, le nombre d'Euler, le 2,72, quand on va parler des fonctions exponentielles, et le logarithme naturel quand on va parler des logs, donc de base e, le logarithme naturel. Donc, si on regarde la représentation graphique des deux fonctions, je porte votre attention dans la fonction exponentielle. Quand x tend vers moins l'infini, on voit que la fonction se rapproche de plus en plus de 0. Donc, notre fonction tend vers 0 plus, vers 0 en fait, quand x tend vers moins l'infini. Dans le cas du logarithme naturel, on voit quand on se rapproche de 0 plus, quand notre fonction se rapproche de 0 par les valeurs plus grandes, par la droite, notre fonction s'en va vers moins l'infini. À préciser que le log de 0 ou le log d'un négatif, ça n'existe pas, c'est pas défini. Par conséquent, je vous fais remarquer aussi que le ln, c'est la réciproque en fait de la fonction exponentielle. Donc, l'image, qui est en fait de 0 exclu à l'infini pour la fonction exponentielle, c'est le domaine de la fonction ln. Donc, notre fonction ln est définie de 0 exclu jusqu'à l'infini. Et quand on va à l'infini, on voit que notre fonction monte tout le temps, donc ça en va à l'infini. Même chose pour la fonction exponentielle. Plus on augmente, plus la fonction augmente. Donc, évaluons la limite de la fonction exponentielle de la x quand x tend vers moins l'infini. Donc, on a vu graphiquement que ça devrait nous donner 0. Par contre, algébriquement, il suffit juste de remplacer dans ma limite la valeur de x vers ce quoi on veut tendre. Donc, dans ce cas-ci, moins l'infini. Donc, il n'y a pas de forme indéterminée là-dedans. Donc, on fait tout simplement évaluer. Donc, loi des exposants. Un exposant négatif, dans ce cas-ci, au numérateur, on l'envoie au dénominateur positif. Donc, 1 sur e à l'infini. Ce qui donne 1 sur l'infini, parce que e à l'infini, e c'est plus grand que 1. Donc, n'importe quelle valeur plus grande que 1 à l'infini donne l'infini. Donc, 1 sur l'infini, on a vu précédemment, ça donne 0. Si on fait tendre x vers l'infini dans la même fonction, ben, ça nous donne e à l'infini. Et comme on a vu juste en haut, ben, e à l'infini, ça donne l'infini. Et on peut le voir graphiquement que la fonction augmente tout le temps. Pour le logarithme, quand x tend vers 0 plus, on sait qu'on ne peut pas l'envoyer à 0 ou dans les négatifs parce que ce n'est pas défini. Donc, on remplace directement par ln de 0 plus. Et ça, on le voit graphiquement quand on se rapproche de 0 par les valeurs plus grandes, mais ça s'en va vers moins l'infini. Si on fait tendre x vers l'infini pour la fonction ln, ben, ça devrait nous donner l'infini. Donc, effectivement, ln de l'infini donne l'infini. Donc, si on prend un exemple avec la fonction e à la moins 2x, donc ça va être assez simple à évaluer algébriquement. Il suffit juste de remplacer dans la limite, donc moins 2 fois l'infini. Donc, juste à considérer le moins 2 fois son impact sur l'infini. Vu qu'il est négatif, ça change le signe, donc e à la moins l'infini. Et si on l'a vu précédemment, 1 sur e à l'infini qui donne 1 sur l'infini qui donne 0. Voyons maintenant la fonction ln de 2 moins x, la limite. Donc, j'ai déjà dit précédemment que la forme 0 plus, en fait, ça peut prendre d'autres formes 0 plus. Donc, dans ce cas-ci, quand x tend vers 2 par les valeurs plus petites que 2, donc par la gauche. Si on remplace dans la limite, ça nous donne le ln de 2 moins quelque chose de plus petit que 2. Donc, si j'enlève à 2 quelque chose de plus petit que 2, ça va me donner quelque chose de plus grand que 0. Très près de 0, mais plus grand. Donc, une autre façon d'écrire 0 plus. Et on a vu précédemment avec le graphique que ln de 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, si on connaît le graphique, en général, on s'en tire très bien pour les fonctions logarithmes. Voyons maintenant les limites des fonctions trigonométriques. Pour les fonctions trigonométriques seules dans une limite, donc directement par exemple la limite de sin x, il suffit tout simplement d'évaluer la valeur en la remplaçant dans la limite. Donc, quand x tend vers c, on remplace et ça devient sin de c. Ça va être la même chose pour le cos, la tangente, la coséquente, la séquente et la cotangente. Donc, si on voit un exemple, par exemple, limite quand x tend vers 1 de cos de x2 moins 1 sur x moins 1, bien ici, l'expression à l'intérieur du cos, si on remplace directement, va nous donner une forme 0 sur 0. Et même si elle est à l'intérieur d'une fonction trigonométrique, ça reste indéfini, ça reste indéterminé. Quand on a une forme indéterminée, on l'a déjà dit, on a un travail à faire, il faut modifier notre expression. Donc, dans ce cas-ci,
on va factoriser le numérateur à l'aide de la différence de carré, donc x moins 1 fois x plus 1. On va pouvoir simplifier notre expression. Donc ensuite, on va évaluer la limite de cos de x plus 1 quand x tend vers 1. Et comme on a vu ici, ben, il suffit juste de remplacer dans notre limite. Donc, cos de 1 plus 1, qui est en fait le cos de 2. Évidemment, on n'aura pas tout le temps quelque chose d'aussi simple que le sin d'une valeur. On pourrait avoir x au carré fois le sin. Donc, avoir un polynôme fois ou un terme fois notre expression, ou même un autre style de fonction, par exemple e à la x fois sin x. Et dans ce cas-ci, ça va rendre des fois nos fonctions un petit peu plus dures à évaluer. On ne pourra pas tout le temps évaluer directement en remplaçant dans la limite. Donc, on va voir un théorème qui va nous permettre d'évaluer certaines fonctions qui pourraient être difficiles, ayant obtenu une forme indéterminée, à évaluer. Le théorème sandwich, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si on cherche la limite d'une certaine fonction, f de x dans ce cas-ci. Et si on connaît une fonction qui est toujours plus petite ou égale et une autre qui est toujours plus grande ou égale, et que la limite de chacune de ces fonctions-là au point qui m'intéresse à évaluer en x tend vers c dans ce cas-ci, donne la même valeur, eh bien ça veut dire que ma fonction, quand je veux l'évaluer en ce même point-là, me donne cette même valeur-là. Autrement dit, si la limite avec la fonction g de x me donne 2, et que la limite avec la fonction h de x me donne 2, eh bien la limite de f de x doit être plus grande ou égale à 2, mais en même temps plus petite ou égale à 2. Bien, elle n'a pas le choix de valoir 2. Donc, si on applique cette idée-là à la limite quand x tend vers 0 de sin x sur x. Si on veut évaluer cette chose-là, bon, premièrement, on sait qu'au dénominateur, ça va donner 0. Mais sin x, bon, on peut utiliser le cercle trigonométrique rapidement pour voir qu'en 0 radian, sin, c'est la hauteur en y, là, dans le cercle trigonométrique. On voit que c'est 0. Donc, on va avoir une forme 0 sur 0. Donc, indéterminé, on a un travail à faire. Mais comment est-ce qu'on peut modifier l'expression sin x sur x? Dans ce cas-ci, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, on peut utiliser des bornes pour utiliser le théorème du sandwich. Les bornes ne sont pas toujours simples à trouver. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est simple de déterminer que cos de x est plus petit ou égal à sin de x sur x? Non. Donc, souvent, ils vont être donnés les bornes ou on va utiliser des choses simples pour faire déterminer les bornes. Par exemple, directement borner sin x. Bien, si on borne sin x, moins 1, puis 1, c'est toujours, ben, en fait, moins 1 est toujours plus grand ou égal, puis 1 est toujours plus petit ou égal à sin. Donc, savoir la représentation graphique peut aider, là. Mais souvent, on va les donner les bornes si on a utilisé le théorème du sandwich. Alors, sachant que cos de x borne inférieurement et 1 borne supérieurement sin x sur x, ben, on peut dire que la limite, ça reste équivalent en termes d'inéquation. La limite de cos x va être plus petite ou égale à la limite de sin x sur x, qui est plus petite ou égale à la limite de 1. Mais on a la chose suivante, que la limite de cos x quand x tend vers 0, ça vaut 1. On peut se référer au cercle trigonométrique, là. Les cos, c'est la valeur en x, puis en x, ben, je suis à 1. Donc, pardon. On a aussi la limite de 1 quand x tend vers 0, mais ça, c'est la limite d'une constante, c'est égal à 1. Sachant cela, on peut réécrire notre équation de la façon suivante. Ben, 1 est plus petit ou égal à la limite qu'on cherche, qui est plus petite ou égale à 1. Par conséquent, on vient de déterminer que la limite sin x sur x est égale à 1. Donc, de l'égalité qu'on vient d'obtenir, on en ajoute une autre. Et ces deux égalités-là qu'on voit, on va pouvoir les utiliser pour après être capable d'évaluer des fonctions, en fait, beaucoup de fonctions trigonométriques qui sont plus complexes à modifier si on obtient une forme indéterminée. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sin x sur x est égal à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x est égal à 0. Celle-là ici, on n'en fera pas la preuve. Vous pouvez regarder dans les notes complètes du cours, la preuve s'y trouve. Donc, voyons par exemple la limite quand x tend vers 0 de tan x sur x. Avec juste ces deux égalités-là, on va être capable d'évaluer beaucoup d'autres limites de fonctions trigonométriques parce qu'ils peuvent souvent toujours être ramenés à sin et cos. Par exemple, tan, c'est égal à sin sur cos. Hein? Donc, tan de x est égal à sin x sur cos x. Mais sécante, c'est 1 sur cos x. Cosécante, c'est 1 sur sin x. Et cotangente, c'est cos x sur sin x. Donc, autrement dit, on peut toujours les ramener avec une forme sin x cos x. Donc, sachant que tan x est égal à sin x cos x, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On remplace dans notre limite. Donc, on se retrouve avec la limite de sin x sur x cos x. Hein? Il y avait un x en bas et il reste là, puis ça fait x fois cos x. Mais si je regarde bien, la partie qui est ici, c'est ma forme sin x sur x. Et on sait que la limite d'un produit est égale au produit des limites. Autrement dit, l'étape d'après, c'est de scinder ça, de détruire un peu, si on veut, mon expression en plusieurs expressions, qui me permet de voir ressortir les formes que je suis capable d'évaluer. Donc, dans ce cas-ci,
limite quand x tend vers 0 de sin x cos x fois la limite de 1 sur cos x. Donc, je sais que ça ici, ça vaut 1. Et évaluer cette limite-là, ben, cos de 0, on a dit que ça donnait 1 tantôt. Donc, ça va être tout simplement 1 sur 1. Donc, on va avoir 1 fois 1 sur le cos de 0, qui est en fait 1 fois 1 sur 1, qui nous donne 1. Donc, modifier mon expression avec des sines des cos m'a permis d'utiliser les égalités qui m'ont permis d'évaluer ma limite. Voyons un autre exemple plus complexe, à la limite quand x tend vers 0 de x sin de 4x sur 2x sin x. Donc, cette expression-là semble assez chaotique à première vue, mais on va la scinder en plusieurs expressions qui va rendre ça plus facile à évaluer. Donc, premièrement, je vais prendre le sin x qui est ici avec le 2x en bas et le x qui est ici avec le sin x qui est en bas. On se retrouve avec l'expression limite quand x tend vers 0 de sin 4x sur 2x et la limite de x sur sin x. Bon, on n'a pas encore la forme sin x sur x. Donc, on ne peut pas vraiment évaluer ça. Par contre, si j'avais 4x au lieu de 2x ici, j'aurais une forme sin x sur x. En fait, x peut prendre plusieurs formes en autant que ces deux affaires-là, ça soit équivalent. Donc, si j'avais 4x ici, mon problème serait réglé. Et ici, si le sin était en haut au lieu d'être en bas, mon problème serait réglé aussi. Est-ce que je peux modifier mon expression pour obtenir justement cette forme-là que je veux? Eh bien, oui, on va être capable. Premièrement, on va multiplier cette limite-là par 2 sur 2. Si on multiplie par 1, on ne change pas notre résultat. Mais je vais faire apparaître en bas 4x. Et le 2, ben, la limite de 2, c'est la limite d'un produit. On peut après la sortir pour faire 2 fois notre limite. Donc, on a vu cette propriété-là dans les propriétés des limites, que k fois une limite, bon, on peut tout simplement l'extraire. Et ici, j'ai tout simplement mis ça à la moins 1. Parce qu'on a vu une autre propriété avec les limites, que si tout ce qui est à l'intérieur de la limite est à un certain exposant, je vais pouvoir extraire l'exposant de la limite. Donc, je vais me retrouver avec une forme comme ceci. Donc, ça ici, ça va être ma forme sin x sur x, que je connais quand x tend vers 0. Et ça ici, c'est aussi ma forme sin x sur x, quand x tend vers 0. Donc, ensuite, je peux dire que ça ici, c'était égal à 1. Que la partie qui était ici était égale à 1 à la moins 1. Ben, même si on a 1 à la moins 1, ça ne changera pas grand-chose. Ça va devenir 1 sur 1 qui reste 1. Donc, c'est du pareil au même. Donc, on va avoir 2, le 2 que j'ai mis ici, qui est sorti, hein, qui est devenu en avant, qui est venu en avant, pardon. Donc, 2 fois 1 fois 1 nous donne 2. Donc, c'est ce qui conclut la capsule numéro 5 sur les limites des fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. Donc, je vous invite maintenant à aller effectuer la mise en pratique 1.4 et vous pouvez commencer le devoir 1.2 qui porte sur les objectifs 1.3 et 1.4.